Gilbert, c'est vrai que dormir ensemble, quand on est en couple, c'est presque une norme sociale. Pour autant, certains ont pris la décision de dormir et de faire chambre à part. Je me permets de vous interroger, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, Rim, Clémentine? Moi, je pourrais moitié-moitié, je trouve ça pas mal. moi. Moitié-moitié. Moitié de la semaine. Non, Clémentine. Moi, je veux mon chouchou à côté. Oh, Même c'est avec ses mignon. ronflements. Bon, alors, est-ce que ça peut être. Chouchou. On embrasse Chouchou, de la part de Loulou. Est-ce que, Gilbert, c'est une bonne En idée? tout cas, c'est un phénomène qui semble progresser. La preuve, avec 2 chiffres, en 2021, 10% des couples qui vivaient ensemble faisaient chambre à part et 6% disaient y penser. Plus récemment, en 2026, 4 personnes sur 10 qui vivent en couple sous le même toit disent chercher une alternative au dormir ensemble, que ce soit 2 lits séparés ou chacun sa chambre. Alors, dans l'idée reçue, on pourrait croire que ça ne concerne que les couples un peu âgés, que les jeunes seraient. Et un peu pourtant, épargnés. dans les enquêtes, ça concerne toutes les tranches d'âge. En revanche, on voit que ça concerne un peu plus les femmes. 1/3 des femmes se disent intéressées par faire chambre à part contre 1/4 des hommes. Et nous, on le voit en consultation. On voit dans les consultations auprès des couples une sorte de dualité entre besoin de bien dormir et rester proche. Et aussi une dualité entre la libido qui peut être relancée par la distance ou au contraire nourrie par le contact. Mais en quoi ça peut être bon, justement, de faire chambre à part? Qu'est-ce qu'on peut gagner? C'est surtout vrai quand il y a un impact sur le sommeil. Par exemple, si votre partenaire ronfle très fort, a une apnée de sommeil ou pas, bouge beaucoup pendant la nuit, a des horaires très décalés, vous aussi, vous allez avoir une qualité de sommeil dégradée. Or, une mauvaise qualité de sommeil, c'est plus d'irritabilité, plus de fatigue, manque de libido. Le tout va finir par donner l'impression qu'il y a un problème de couple, alors qu'au départ, c'était un problème de sommeil. Dans ces situations, faire chambre à part peut améliorer la qualité du sommeil et, par ricochet, améliorer aussi le couple. On le comprend assez facilement. On améliore le sommeil, on améliore la qualité de vie. Mais si on n'a pas de problème de sommeil, est-ce qu'on a une bonne raison de faire chambre à part? Il y a certaines personnes pour qui la distance est plutôt un moteur de la libido. C'est surtout vrai pour les personnes dont le besoin de liberté est au-dessus du besoin de sécurité. Pour ces personnes-là, le fait de rejoindre l'autre dans sa chambre devient un moment qu'on a choisi. Et ça ressemble plus à une sorte de désir d'une rencontre plutôt qu'à une routine du quotidien. Donc, pour certaines personnes, ça peut raviver le désir. Ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Oh, c'est une vision plutôt sympathique. Ah, c'est intéressant. Ah oui, Clémentine. Chouchou, Ce soir, je vais te Parce que moi, rejoindre. contrairement à votre exemple, moi j'ai choisi il y a 35 ans que c'était celui avec qui je passerais toute ma vie jusqu'à monde entier dans mon verre à dents. Et donc ça inclut le fait de passer les nuits ensemble. Le message est passé. Mais rassurez-nous, dormir à deux, quand même, c'est aussi bon. et c'est exactement ce qu'est en train de dire Clémentine. Pour beaucoup de couples, quand même, le fait de dormir à deux apporte un apaisement affectif, un rapprochement, moins d'anxiété et même une amélioration de la qualité du sommeil parfois. Des recherches récentes ont montré que les personnes qui disent apprécier dormir à deux avaient jusqu'à 10% de sommeil paradoxal en plus. C'est la phase de sommeil, une des plus importantes. C'est pendant cette phase-là qu'on est requinqué. Et aussi, c'est une phase très importante pour le bon fonctionnement psychologique, émotionnel, hormonal, sexuel. Et figurez-vous, un fait extraordinaire, certains couples qui apprécient dormir ensemble finissent par synchroniser leur cycle du sommeil. Donc, si pour certains, la présence du partenaire va plutôt gêner, pour d'autres, la présence du partenaire va plutôt rapprocher et même apaiser et synchroniser. Hyper intéressant. J'apprends plein de trucs et je me sens bien, je comprends ce qui se passe ces derniers temps. va réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Alors, comment on fait pour savoir ce qu'il y a de mieux pour notre couple? On se pose 2 questions. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on garde le lien? Plus concrètement, si, quand vous dormez à deux, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez proche, tout va bien, et votre sommeil est correct, aucune raison d'aller tester de faire chambre à part juste pour faire moderne. En revanche, s'il y a un vrai problème, un vrai impact sur votre qualité de sommeil, les ronflements, vous vous sentez étouffé, ou vous sentez que vous dormez de moins en moins bien, là, privilégiez le sommeil, au moins le temps de régler le problème qui vous empêche de dormir. Et si vous ne savez pas, ou si vous avez un doute, vous en discutez. Vous testez et vous décidez. Et n'oubliez pas les alternatives. Même lit, 2 couettes. Même chambre de lit. 2 chambres séparées, mais un jour sur 2, par exemple, ou une semaine sur 2. C'est pas mal ça, une couette chacun, je pense que c'est nécessaire. C'est déjà pas mal. C'est déjà le strict minimum. Donc au fond, finalement, il ne faut pas avoir honte d'en parler parce que c'est presque tabou. Ce serait presque vexant parfois pour le partenaire de C'est dire ça. est-ce qu'on dormirait vraiment ensemble? En fait, le vrai problème n'est pas de dormir ensemble ou de ne pas dormir ensemble. Faire chambre à part, ce n'est pas un signe d'échec amoureux. Ça peut être même une sorte de
stratégie d'équilibre, d'améliorer le couple sur certaines situations. En revanche, si on dort à part pour fuir, pour éviter de régler le problème, là, il y a un danger pour le couple. Donc, dormir séparément n'est pas le problème. La mésentente et le manque de discussion dessus, ça pose problème. Eh bien, merci beaucoup. On pensera à vous ce soir, Gilbert. Avec grand plaisir. Seul Je ou vous à deux. passerai un petit coup de fil à 4 h du matin. Merci beaucoup. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Direction La Flèche, dans la Sarthe, où on trouve son célèbre zoo. Vous allez découvrir le quotidien des vétérinaires et des soigneurs et de toutes les précautions nécessaires pour veiller sur ces animaux sauvages. C'est un reportage de Safar Baroud, Kevin Vincent et Nathalie Vincenti. Sur un terrain de 21 hectares, le zoo de La Flèche héberge plus de 1500 animaux. 160 espèces différentes venues des 4 coins du monde cohabitent ici. Et pour prendre soin de tous ces pensionnaires, 30 soigneurs et 2 vétérinaires se relaient sur place chaque jour. Alors, comment tu dors? Ce matin, c'est Dory, une femelle loutre de 4 ans, qui est amenée à la clinique. 9,8 kg. Allez fille, on y va. Pour pouvoir soigner Dory, Margot et Alexia ont dû l'endormir à l'aide d'une flèche anesthésiante. Pour éviter qu'elle ne se réveille, un gaz va permettre de la maintenir endormie. Le but là, c'est qu'elle dorme le moins longtemps possible. Toute anesthésie présente un risque, donc le moins ils dorment, le mieux c'est. Il faut donc aller vite. Cyril, également vétérinaire, va venir leur prêter main forte. Première mission, éviter que Dory ne se reproduise avec ses colocataires, qui ne sont autres que ses frères. On va lui poser 2 implants contraceptifs, comme pour la femme en fait, 2 implants sous la peau, qui vont diffuser des hormones et qui vont empêcher la reproduction. Une fois les implants en place, Margot et Cyril profitent de ce moment pour vérifier l'état général de Dory. Palpation, prise de sang et enfin inspection des dents. On voit un petit peu de tartre là à la base ici des dents. On peut avoir quand même des réactions gingivales, des parodontites, des inflammations. Donc la dentisterie, c'est aussi une partie importante de notre travail. Allez, détartrage pour Dory. Après avoir intubé la loutre pour maintenir son anesthésie, Cyril va nettoyer ses dents. Soigner les animaux du bout de la queue au bout du museau, un quotidien très varié pour nos 2 vétérinaires. Moi, je me considère comme un hyper généraliste. Voilà. Il faut s'adapter à des animaux tout petits, comme à des très gros animaux, comme des girafes, des hippopotames, des rhinocéros. Il faut savoir faire face à toutes les situations. Bien au chaud, Dory, elle, se remet de sa consultation. Elle pourra bientôt rejoindre ses frères et leur montrer son tout nouveau sourire. Si certains soins nécessitent d'anesthésier les animaux, la plupart du temps, vétérinaires et soigneurs parviennent à les approcher sans les endormir. Et cela vaut même pour les lions, une espèce dont les reins sont particulièrement fragiles. Les reins sont très sollicités chez les félins parce qu'ils mangent très protéinés et donc il y a une filtration rénale qui est intense et donc il faut la survivre. Pour connaître l'état des reins de Malaika, 116 kg, Margot va devoir lui faire une prise de sang. Allez, Malaika, calme. Pendant que Paul, le soigneur, détourne son attention en lui offrant des coups de poulet, Elle gobe. Margot et Geoffrey ont quelques minutes pour raser la queue de la lionne et la piquer. On en est où là-bas? Elle va piquer là. Ok. Allez, Malaika, on reste, Malaika, on reste. Avec moi encore. Ça va être bon pour nous. Ok. Je lâche. Good job, ma belle. Good job. Bravo, Doudoune. Le travail du soigneur, c'est de préparer à tout acte vétérinaire qui puisse être fait sans les endormir. Malaika, elle avait 1 an et demi ou 2 ans quand elle est arrivée. On a essayé assez rapidement de commencer l'entraînement parce que c'est un peu comme les enfants, les apprentissages qui commencent tôt sont plus simples à ancrer.